Coucou et bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Fin de dîner. Toujours en compagnie de Virginie. Tout le monde est parti, il est tard et on n'arrive pas à se quitter. Bonne écoute! Les éditions Tredaniel, d'après une idée originale de l'autrice Isabelle Serre, présentent Fin de dîner, le podcast qui parle avec sincérité de nos convictions personnelles. Mais oui, on est déjà à la saison 2. Que le temps passe vite. Le temps passe vite. Bon, après, on est toujours fourrés ensemble, donc c'est un peu vrai. facile de faire Nouvelle saison, nouvelle vie. nouvelles vibes, nouvelle vie. Nouvelle vie pour toi, là, c'est... Enfin, nouvelle vie, non. Mais là, c'est rentrée chargée, quoi. Rentrée hyper chargée avec tellement de gens. Ouais, parce qu'hier, là, du coup, l'enregistrement... Aujourd'hui, la dédicace, le salon zen... C'est beaucoup, quoi. Comment tu te... Là, c'est beaucoup, hein, pour toi. Bah, chaque jour, je perds un peu plus d'espérance de vie. Ouais. Je suis en train de remplir mon contrat obsèque. C'est ça. Je dis au revoir à tout le monde. C'est ça que, enfin, voilà... Je suis contente, tu vois, de ne pas avoir à aller cet après-midi, c'est... Ça fait vraiment, on a vu trop de gens, quoi. Enfin, je sais que toi, en plus, c'est dur pour toi, donc... En fait, ce qui est dur, c'est le avant et après. Dans le pendant que ça se passe, je suis tellement concentrée sur chaque personne, je suis dans la gratitude également, dans la reconnaissance, parce que tu te dis quand même que quelqu'un que tu ne connais pas, qui, elle, te connaît, alors certes, au travers de ton travail, mais qui a un intérêt pour toi, que également tu lui apportes à travers ton travail des choses positives, se dit tel jour, à telle heure, je vais me déplacer pour aller la voir, ça c'est quand même quelque chose d'incroyable. Non, c'est sûr. Donc, sur l'instant, je me concentre sur chaque personne, j'écoute, parce que moi, la nature humaine, elle me passionne, donc j'écoute énormément les gens. Comprendre comment ma sensibilité peut répondre à la leur, ça m'intéresse aussi. Donc, le moment présent, c'est que du kiff. Par contre, le avant et après, il est souvent dans la douleur. Ouais. Ouais, bah oui, mais après, t'es épuisée, quoi. Après, alors le avant, déjà, il y a l'anxiété sociale Oui, l'anticipation... qui fait flipper. Le fait d'être... En plus, moi, vu que j'ai un problème avec les heures, j'ai toujours peur d'être en retard, etc. Donc, ça me crée aussi de l'angoisse. Et puis se dire, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes des personnes? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Pas du monde, j'espère que... pas pour répondre en mode fame, c'est dire, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde en termes de charge sociale? Et le après, ouais, c'est la fatigue. Le après, c'est la fatigue physique, émotionnelle, ouais, mentale, c'est l'épuisement total, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ces gens-là, ils viennent te voir toi pour... Après, ils viennent pas voir moi, ils viennent voir Isabelle Serre. Oui, non, mais ok. Et ça, je pense que de faire le distinguo, c'est hyper important parce que, moi, ça me permet de pas tomber dans l'ego, dans l'effet gourou. Et puis, également, ça protège mes blessures. Alors, je joue pas un jeu. Du moins, après, là, c'est un grand débat, mais on a toujours un rôle social. Tu vois, tout le monde, on a tous une identité sociale. T'as l'identité sociale, t'as l'identité intime, t'as l'identité familiale, t'as l'identité amicale. À différentes échelles et intensités, je pense qu'on est tous des caméléons. On s'adapte en fonction de qui est en face de nous et on est différent en fonction de qui est en face de nous. Et pourquoi tu dis que ça protège tes blessures? Mais parce que je suis un petit tâte écorché. Et qu'en fait, si je suis autant fatiguée, c'est que... moi, j'ai quand même pas mal de blessures, malheureusement, comme beaucoup de personnes. Et une des principales, c'est la blessure de rejet. Donc, en fait, la blessure de rejet, c'est... tu rejettes complètement l'extérieur. En fait, tu rejettes avant d'être rejeté. C'est-à-dire... Quitte avant d'être quitté. Je quitte avant d'être quitté. Parce que lorsque tu as la blessure de rejet, en fait, tu as grandi. Donc, elle se crée pendant l'enfance, la blessure de rejet. En fait, c'est quand t'as pas été regardé, quand t'as pas été écouté, quand t'as pas été... ou lorsque tu disais des choses et que, limite, on te regardait même pas, tu vois. Pas encouragé. C'est même pas encouragé, c'est t'existes pas. C'est quand tu grandis en ayant la sensation de pas exister, en fait. Et
Et du coup, moi j'ai grandi avec différentes expériences qui ont fait que je me suis sentie complètement rejetée, ce qui fait que et pendant longtemps, un de mes modes de fonctionnement, ça a été de rejeter l'extérieur. Mais regarde, au tout début qu'on s'est connus, j'étais en mode je fais tout par moi-même, je peux pas compter sur les autres, personne n'est là pour m'aider, c'est moi contre le reste du monde. Bon, ça c'est plus la blessure d'injustice, parce que très souvent on a toutes les blessures, mais chacune a une intensité et une répercussion différente dans notre vie et dans notre mode de fonctionnement. Mais l'extérieur était inconcevable. C'est-à-dire, je ne pouvais pas compter sur l'extérieur, et c'est moi toute seule face au reste du monde. Donc, ma façon première d'interagir, c'est du coup de rester dans ma grotte. Mais regarde, je vis dans un petit village perdu au milieu de nulle part. On est 400. Je suis en train de faire des travaux où je crée ma grotte dans ma grotte, puisque j'aménage les combles où ça va être ma chambre, mon espace de travail, mon espace de méditation, etc. Parce que en fait, quand t'as la blessure de rejet, la solitude te rassure. Tu vois, la blessure d'abandon, la solitude, tu la fuis. Et quand t'as la blessure de rejet, la solitude, c'est ton meilleur allié. Donc être en contact avec énormément de gens, c'est pas du tout ma zone de confort, en fait. Oui, mais c'est ça. En fait, pourquoi tu vas... Imagine, bon, c'est pas du tout le cas pour toi, hein, mais imagine un jour tu vas à une dédicace et personne n'est venu te voir. En fait, pourquoi tu t'exposes à quelque chose d'aussi dangereux que la possibilité d'être rejeté, tu vois? Mais parce que qui est Isabelle au-delà de ses blessures? En fait, moi, depuis que j'ai 17 ans et demi, t'adores quand je dis le... J'ai vu toute seule. Non, depuis que j'ai 17 ans et demi, je me suis fait la promesse que mon passé ne dominera pas ma vie. Mais vraiment, en disant, maintenant je suis libre, maintenant je dépends plus de ces adultes que je considérais comme minables, maintenant j'ai la capacité de dire arrêtez de me marcher dessus, parce que c'est bon, on a compris le bruit que ça faisait, tu vois, vous avez vu le bruit que ça faisait, on arrête, c'est chiant. Et en fait, je me suis fait la promesse que mon passé, mes blessures, ne domineraient plus ma vie. Donc, en me confrontant aux autres, je découvre aussi des parcelles de qui je suis, tu vois. Oui, au-delà de la peur. Au-delà de la peur et au-delà de l'épuisement, parce que, tu vois, avant, quand j'ai commencé les dédicaces, je t'appelais juste avant, je t'appelais juste après en pleurs, et je disparaissais pendant 15 jours. Rappelle-toi quand même, pendant 15 jours, je disparaissais. Et là, on va dire, c'est la journée d'après. Bon, avant, c'était 48 heures dans le noir. Maintenant, on va dire, c'est à peu près 12 heures. Et la position fétale, je me retourne de temps en temps dans le lit. Alors qu'avant, je bougeais plus du tout. Ouais. Donc, au fur et à mesure, les répercussions sont moindres. Mais surtout, je veux savoir qui je suis, bordel. Tu vois ? Je veux savoir qui est Isa. Parce que quand t'es tout le temps en conseil avec tes blessures, t'es tout le temps en réaction de... Non mais oui, je comprends tout à fait. Par contre, tu pourrais prendre le temps et dire dans 2 ans, en ayant bien expérimenté, en fait, j'aime les gens et tout, mais j'aime pas les rencontrer. T'auras le droit de dire ça dans 2 ans. Mais normalement, dans 2 ans, ça devrait être encore plus simple. Oui, mais en fait, ça sera plus une peur, mais tu pourras dire, finalement, j'ai expérimenté. Oui, ça se trouve, ça me plaît pas du tout. La vraie Isa n'aime pas ça du tout. Voilà, la vraie Isa est hyper snob. Non, c'est pas snob, mais... Il y a plein d'acteurs qui aiment pas les promos. Toi, c'est un autre travail. Toi, t'es une créatrice, tu vois. Le travail après d'aller voir les gens et tout, c'est encore une autre compétence. Et tu pourras dire, en ayant le recul de l'avoir fait, ma blessure me conseille plus, mais effectivement, aller voir les gens un par un et tout ça, même si j'aime les gens, en fait, ça me plaît pas forcément, tu vois. Mais carrément, mais ça se trouve, oui. Okay. Mais je m'accorde ça. Oui. Mais alors, du coup, quand est-ce que tu peux... c'est un peu philosophique, attention. Quand est-ce que tu peux définir... Mais il est très tard, Virginie. Ça, il est très tard. Comment tu peux définir que ta blessure... Quand est-ce que tu peux définir que ta blessure te conseille plus, ne t'alerte plus et que c'est vraiment toi? Alors ta blessure, elle t'alertera toujours parce que tu crées une nouvelle relation avec elle. C'est quand la blessure t'alerte que tu es ton véritable toi. Quand est-ce que je le saurai vraiment? Quand j'aurai plus les répercussions négatives. C'est-à-dire quand ça passera crème, en fait. Tu vois, quand ce sera bon, c'est ok et bisous. Lorsque j'aurai pu cette forme d'appréhension intense
et d'énormes fatigues après. Là, je sais que du coup que je suis encore en lutte contre moi. Oui, mais quand est-ce que tu pourras savoir? Je suis en suradaptation. J'arrive à le faire, et en plus j'aime ça. Ou j'arrive à le faire, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas un problème, tu vois. Bah, je te dis, quand il y aura plus cette appréhension énorme avant, et ce gros coup de massue après. Il y a des choses comme ça que tu as déjà réussi à transcender et maintenant tu arrives à savoir. Justement, bah voilà, la vraie Isa, là elle est plus en. Elle souffre plus, elle a dépassé, elle peut savoir si elle aime ou si elle aime pas. Ah bah les conflits dans mes relations. Avant, dès qu'il y avait un conflit, je disparaissais. Que j'ai tort ou raison. Hein. Je disparaissais et il y a aucune possibilité de deuxième chance, quoi. Toujours le rejet de ça, du coup. Bah, c'est en lien avec le rejet. En fait, tu rejettes l'extérieur. C'est bon, allez, vas-y, tu vois, j'ai essayé, c'est de la merde, ciao, je me tire, quoi. Donc maintenant, tu vois, je peux partir. Mais par contre, je vais expliquer pourquoi. Ou sinon, je peux dire ce qui m'a blessée et je peux laisser une deuxième chance à quelqu'un. Rappelle-toi, à la fac, mon surnom, c'était Aimable. Parce que personne ne pouvait m'approcher, en fait. Alors là aussi, la colère était liée à la blessure d'injustice, mais le rejet de l'autre était lié à la blessure de rejet. Et puis, j'avais pas du tout confiance en moi, tu sais, j'osais pas dire que j'étais pas d'accord. Quand j'arrivais à m'exposer à l'extérieur, c'était vraiment... Je me calquais à l'autre, mais non pas pour séduire ou non pas pour éponger, c'était pour dire bon bah voilà je suis là, mais pour pas que ça me fasse trop de mal, je vais complètement m'adapter, tu vois. Donc et maintenant bah je peux dire bah non là je suis pas d'accord, là je suis d'accord. Et puis surtout j'accepte des dîners, tu vois, j'accepte des sorties, même pas à titre que professionnel, parce que également pendant un long moment, quand c'était dans ma vie perso, j'étais enfermée dans ma grotte et je faisais l'effort, entre guillemets, quand il s'agissait à titre professionnel. Alors que là, maintenant, quand il n'y a pas d'enjeu professionnel, je sors quand même, tu vois. Des dîners, des sorties, des gens qui viennent chez moi, c'est pareil. Venir chez moi, c'est quelque chose... Moi, bon, tu viens pas chez moi sans prévenir, ça m'énerve. Mais non, mais là-dessus c'est drôle parce qu'on est complètement différentes. Toi ta maison c'est open bar, tu passes quand tu veux, que tu sois en pige, sous ta douche, en train de bouffer, en train de taffer, c'est toujours grand sourire, tu vas bien, t'as besoin de quoi, etc. Moi tu fais pas ça, tu fais pas... Moi ça me rassure que les gens puissent venir en fait n'importe quand. Toi c'est l'auberge espagnole chez toi. Alors que moi pas du tout, tu vois. Déjà pour donner mon adresse faut vraiment que je te connaisse. Et même mes amis de Normandie, ils m'appellent. Tu vois, c'est coucou, t'es chez toi. Est-ce que... Mais après, c'est parce que chez vous, il y a 3 quarts de route pour aller chez l'un et chez l'autre, alors faut quand même être sûr qu'il est là, tu vois. Mais non, parce que moi, je travaille de chez moi. Mais tu vois, c'est le truc tout bête. J'ai encore des réminiscences. Tu sais, j'avais sauvé un chien qui avait disparu. En fait, c'était en plein hiver, un chien, j'avais retrouvé sur la route un Rottweiler qu'on pouvait pas du tout approcher. Et du coup, je l'avais suivi, etc. Et j'avais retrouvé les propriétaires. Bon, quelques mois après, le chien est décédé, mais ça date, cet été, le chien est décédé. De vieillesse, il était très vieux. Je savais pas du tout. Si. Quand tu l'as su? Bah parce que, je vais te dire pourquoi je l'ai su. Parce qu'en fait, ils sont venus chez moi, frapper à la porte, avec un bon d'achat et une bouteille de cidre, pour me remercier et pour m'annoncer le décès. Parce qu'après, ils m'ont envoyé un message. J'ai pas ouvert la porte. Tu m'as pas prévenu, je peux pas t'ouvrir. J'ai pas ouvert la porte. C'est drôle ça. Horrible. Et il y avait Ménaël qui était là. Donc, il y a des gens dehors. Non mais Ménachou, mais qui lui... Mais toi, ça par contre ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il éponge pas. Mais lui qui est d'une sociabilité, mais fois 1000, qui disait mais allez-y, rentrez, c'est pas grave. Heureusement que la porte était fermée à clé parce que les gens ont essayé de rentrer, tu vois. Lui il était à la fenêtre. Ah, et toi t'étais cachée? Oui, moi j'étais cachée dans ma chambre. Et Ménachou qui était mais si, mais rentrez, maman elle est là, je vais la chercher. Moi j'étais non, je suis pas là. Ça a duré 20 bonnes minutes, cette histoire. Et je dis, mais elle dit, bah en fait, elle dit qu'elle est pas là. Je dis, mais chut. C'est l'innocence de l'enfant, quoi. Ouais. Elle dit qu'elle est pas là. Et du coup, en fait, ouais, ils m'ont laissé un mot pour ça. Mais j'étais incapable de les laisser rentrer chez moi. Tu vois, ça, par exemple, le jour où tu viens sans prévenir et que je t'ouvre la porte et que je te paye le café, c'est quoi? C'est parce que du coup ta maison était pas préparée?
moi, j'étais pas Toi, t'es préparée. préparée. J'étais pas préparée à ce qui rentre dans ma maison. Ouais. Et du coup, je vis ça comme une intrusion et je vis ça comme une agression en fait. Et puis le palpitant, les mains moites, Ouais, c'est c'est comme drôle, s'il y avait hein. des cambrioleurs qui voulaient Ouais. rentrer chez moi, tu vois, Avec un cadeau, quoi. Et en Avec- frappant à la porte. avec un cadeau et avec les meilleures intentions Ouais. du monde. C'est drôle. Parce que la dame, et puis parce que pour la blague, la dame en fait quand le soir où je leur avais dit votre chien est là. Et en fait, le chien avait bougé, mais du coup, moi, je pouvais pas repartir, donc je l'ai cherché avec eux dans la nuit totale. Et à un moment, le mari dit, mais est-ce que vous pouvez ramener ma femme à sa voiture, qu'elle vienne chercher pour qu'elle revienne avec sa voiture? Donc la dame monte dans la voiture, et puis en fait, tu sais, là, on était plus éclairés, et elle me regarde. Elle fait, mais je vous connais. Je dis, je sais pas. Elle dit, mais vous êtes Isabelle Serre. Elle dit, non, mais c'est incroyable, je suis dans la voiture d'Isabelle Serre. Et bon, bref, c'était du coup hyper bizarre comme situation parce qu'on cherchait dans le noir, dans les champs, leur chien et qu'Isabelle Serre, elle était dans un mélange entre ah, c'est trop cool, C'est horrible, oui. j'ai rencontré Isabelle Serre, mais mon chien a disparu, tu vois. Et puis en plus, vu qu'on a retrouvé le chien, tu sais, il y avait un peu ce truc de un peu mystique Oui. qui me plaisait pas Bah du oui, tout. Oui, parce que en fait, c'est avec Isabelle Serre qu'on a rencontré le chien. Voilà. Et voilà, mélangé à ça, c'était bah non, mais ma petite voisine qui adore m'offrir des tomates, maintenant elle le fait, elle chope mes nachous dans le jardin. Elle dit, est-ce que tu peux dire à ta mère que là dans 5 minutes j'arrive avec les tomates, tu vois, elle a compris en fait. Parce que plus d'une fois elle est venue toquer avec son saladier de tomates sans prévenir, j'ai jamais ouvert. Alors que c'est ma voisine et qu'on se parle tous les jours, tu vois. Non, tu viens pas à l'improviste en fait. Je sais pas si du coup je respectais ça quand t'habitais à Boulogne en vrai, parce que je pensais pas tellement à Tu ça. venais jamais chez moi, Virginie. J'étais trop loin. C'est moi qui venais tout le temps. T'as dû venir 3 fois et en plus à chaque fois t'oubliais le code, tu me saoulais. Ah non, je suis venue plusieurs fois, mais il faut dire que toi, il y avait 4 codes avant d'arriver à ta porte, donc ça laissait le temps de réfléchir. Quoi. C'est vrai qu'il était... Ça par contre, alors l'appartement à Ouais. Boulogne était peut-être petit, mais tu pouvais jamais venir à l'improviste en fait. Tu pouvais pas rentrer. Parce que c'était 2 codes différents. Il y avait 2 codes, il y avait une porte, un code, une deuxième porte, un code, et après le digicode. Ouais. Là j'avoue, c'était... Et en plus digicode avec caméra. C'était royal. C'était le point positif. C'était un placard. Et il faudrait peut-être que t'aies un... J'ai un système de sécurité dans ma maison. Non mais un portail, pour pas que les gens ils arrivent jusqu'à ta porte en fait. Ah ben c'est prévu l'année prochaine ça, Ouais. de mettre tout à fait, c'est prévu l'année prochaine de mettre un Qui portail. êtes-vous? Que voulez-vous? Mais non mais vraiment je vis ça comme une agression, c'est... Et puis la Mais sécurité, ça c'est pas un truc de... En soi c'est pas un truc de rejet au début. bah, c'est le rejet de l'extérieur. Rejet de l'extérieur. En fait j'ai créé mon intérieur sécuritaire, Mhm. c'est pas pour que l'extérieur vienne créer de l'insécurité chez moi, tu vois. Mais là c'est quand même la peur de rejet du coup. C'est-à-dire que tu préfères pareil, ça participe au truc de rejeter l'extérieur avant que lui te rejette. En fait je rejette l'extérieur parce que l'extérieur me paraît dangereux. De genre. Et c'est quoi la différence? Enfin, avec abandon. Bah l'abandon c'est l'inverse, tu n'existes que par l'extérieur. En fait rejet c'est non tout le temps, abandon c'est oui. En fait rejet tu sais pas dire oui, abandon tu sais pas dire non. C'est totalement l'inverse. Et par exemple si tu vas à une dédicace et que en tant qu'auteur et que t'as peur qu'il y ait personne. Tu te sentiras abandonné ou tu te sentiras rejeté? Maintenant parce que moi le fait qu'il y ait personne, je peux davantage avoir du temps pour les personnes qui sont là et limite ça me rassure, tu vois. Moi je suis pas dans le truc il faut absolument qu'il y ait du Faudrait monde. En fait, si t'avais la blessure d'abandon, t'aurais besoin qu'il y ait du monde. Exactement. D'accord. Rejet ça te rassure qu'il y ait personne en fait. Rejet serait vrai. Ouais, alors forcément pour l'instant t'es pas exactement dans ta zone de confort. Et quand t'es conseillé, parce que moi je l'ai aussi la blessure d'abandon, elle m'a énormément conseillé pendant longtemps, bah du coup t'es tout le temps en dualité et c'est épuisant. Parce qu'en fait quand les deux te conseillent, tu vas avoir des phases où tu vas dire non tout le temps et des phases où tu vas dire oui tout le temps. Donc ça bousille tes relations parce que les gens qui sont face à toi, ils savent pas du tout sur quel pied danser. Toi, si t'arrives pas à prendre conscience que c'est en lien avec toi, tu vas avoir l'impression d'être entouré que par des personnes toxiques, voire des pervers narcissiques. Tu seras jamais incapable de prendre une décision. Tu seras toujours incapable de prendre une décision parce que tantôt
côté normand. Tantôt. Tantôt, ce sera oui à toutes les propositions. Et puis le matin, tu vas te réveiller, tu vas dire, mais en fait, ces propositions, bah non, c'est de la merde. Donc du coup, tu vas dire non. Et puis le lendemain, tu vas dire, mais non, mais j'ai besoin de ça pour pouvoir exister. Donc tu vas dire oui. C'est très épuisant, en fait, quand les deux... C'est peut-être peu fréquent d'avoir les deux, non? Oh non, pas du tout. C'est tout le temps c'est... Ah, d'accord. Non. Mais très souvent, on les a toutes, hein. Très souvent, on a les 5 blessures, mais je te dis à différentes intensités et surtout à différentes répercussions ensuite dans ta vie. Enfin, et ça, il y a pas de, c'est pas forcément en lien avec le passé, c'est aussi en lien avec ton libre arbitre, en lien aussi avec les personnes qui t'entourent, en lien avec le lieu où tu habites, en lien avec ton niveau social, tu vois, c'est en lien avec énormément de choses. Toi, tu peux pas dire, il y en a une que j'ai pas du tout. Malheureusement, non. C'est moche. Hein. Et moi, tu penses qu'il y en a une que j'ai pas du tout? Bah écoute, je vais les énumérer et tu vas me dire. Après, tu me connais. L'humiliation, je pense. Parce que t'es tout le temps à poil et t'es pas du tout pudique. Les gens qui ont la blessure d'humiliation sont très très pudiques. D'accord. Et ton corps, je pourrais le dessiner les yeux fermés, quoi. Alors que je suis pas très très jolie. Mais tu es très belle, mais t'es pas du tout pudique. Non, je suis pas pudique. L'humiliation, t'es très pudique. Et l'humiliation aussi, le fait de... besoin de faire absolument le ménage avant que quelqu'un vienne chez toi, ça c'est typique de la blessure d'humiliation. Toi, c'est le bordel, t'en as rien à foutre. C'est vrai. Donc tu l'as pas, celle-là. Ok. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, moi je pensais qu'on en avait genre une ou deux, tu vois, par personne. En fait, c'est un genre de spectre. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Moi j'étais là, bon, bah l'abandon, ok, tu vois. Et puis j'en cherchais une autre, histoire d'en avoir deux, tu vois. Mais je voyais pas ça comme un spectre. Mais effectivement, c'est logique. Enfin, c'est plus logique de penser qu'on a un peu un truc partout et du coup ça fait un dessin à la fin de... Et c'est un peu de la loterie, entre guillemets, aussi, les blessures, parce que c'est une question de ressenti. Et ça, tu vois, par exemple, lorsqu'on est parent, je trouve que c'est très flippant, parce que une blessure peut se créer en lien avec un événement traumatisant, direct, comme ça peut se créer par un ressenti. C'est-à-dire que malgré tout... Ah, mais tu seras toujours un mauvais parent, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Bah oui. En fait, malgré tous tes efforts que tu peux faire, ton enfant pourra avoir une blessure. Ouais. C'est bâtard. Ouais, parce que si tu veux être hyper présent, parce que toi, on n'a pas été présent pour toi, tu seras surprotecteur, et après on va dire oui, mais... Non, mais même si t'es totalement dans l'équilibre, vu que c'est une question de ressenti, en lien avec la sensibilité et le libre arbitre de ton enfant, il pourra créer des blessures qui auront ensuite une répercussion dans sa vie, et tu peux strictement rien y faire. De toute façon, by the way, ça sera toujours de la faute des parents. Donc moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça sera toujours de ma faute, et que c'est un peu ok, tu vois. Bah, moi, je suis un peu pareil que toi. Après, je pense qu'il est important de préparer... Tu sais, on en a déjà parlé de ça. Alors, évidemment, ça n'efface pas, mais je pense que nos parents actuels, ce qu'ils ont oublié, c'est que... Les parents défaillants, je parle, hein, que... alors, toi, par exemple, mon père, ça, il l'a fait, mais ma mère, non. C'est le fait que, au-delà de ce qu'ils ont fait dans le passé, alors ça n'efface pas, attention, et c'est vraiment en fonction de chacun, mais moi, tu vois, avec toute l'horreur que j'ai vécue, je pense que ma mère, elle aurait pu m'aider énormément si un jour elle était venue me voir en me disant j'ai merdé, pardon. Ah oui, réparer, oui, bien sûr. Même pas réparer, avouer. Oui, reconnaître, sa putain d'imperfection, en fait. Et je pense que nos enfants, les préparer à notre imperfection, c'est également leur faire un joli cadeau, tu vois. Oui, mais après, je sais pas, tu vois, alors, du coup, c'est un autre sujet, mais est-ce que tu penses que pour un enfant, ça serait pas déstabilisant de lui dire, écoute, moi, je vais te donner mon impression, mais je ne suis pas sûre que ce que je vais te dire est juste. Parce qu'en vrai, genre, tu le mets dans le... C'est vachement inquiétant pour un enfant d'avoir un parent qui est pas certain. Non, pas un parent qui est pas certain, un parent qui fait des erreurs. Donc lui dire, là, je vais te punir, mais je peux me tromper? Non, pas du tout. C'est de dire, toi, par exemple, des fois, moi, quand il y a trop de bruit, je peux crier. Tu vois? Ouais. Et après, je vais voir mes nails, je vais dire, je suis désolée, j'ai crié, j'aurais pas dû crier. Oui, reconnaître tout de suite. Exactement, reconnaître notre imperfection. Et tu vois, je sais pas, moi, Bénaël, dans quelques années, s'il me dit, ouais, t'as été une mère pourrie, etc., je dis, bah, vas-y, on en parle. Et s'il me dit des trucs, et que je dis, ah ouais, t'as raison, je vais lui dire, pardon, j'ai merdé. Ça, évidemment. Pardon, tu vois. Et ça, je trouve qu'il y a plein de parents qui ne le font pas, et ça fait après des adultes qui foirent leur relation, qui n'ont pas du tout confiance en eux, et qui font des années de psychothérapie. Ça n'annule pas ce qu'ils ont fait, mais je trouve que ça décharge énormément, et que ça pourrait donner énormément de clés supplémentaires pour que nous, ensuite, en tant qu'adultes, on puisse créer une nouvelle relation avec nos blessures.
Tiens, pardon, j'ai merdé. Mon père l'a fait. Oui, alors, non, mais je suis hyper d'accord avec toi et je pense que Et mon père n'a rien fait de façon directe, il était tout le temps au boulot. Oui. Mais il a dit pardon, j'ai beaucoup trop travaillé, pardon, j'étais pas là. Oui. Mais c'est un immense cadeau qu'il m'a fait. Mais quand tu dis je crie sur mes Naël et après je vais lui dire pardon. Je crie pas sur mes Naël, je gueule dans toute la baraque en me disant ah, il a transpiré. Non, mais ou moi, tu vois, si tout d'un coup je disais un truc comme ça à ma fille et que après je dis désolé là c'était pas. Est-ce que pour un enfant c'est un bon repère d'avoir un parent qui reconnaît, tu vois, c'est bon, ils sont petits et leur cerveau pas bien fini, ils n'ont pas besoin que les parents quand même ils aient des certitudes. Eh ben tu vois, je suis pas forcément d'accord parce que par exemple Ménaël, la dernière fois il a dit un truc hyper méchant à un ami, il lui a dit de toute façon toi t'es nul, tes blagues elles sont nulles. C'était gratos. Ouais. Et 15 minutes après il allait le voir et il lui a dit pardon. Je suis désolée, en fait c'était pas justifié ce que j'ai dit, je le pensais pas vraiment, pardon. C'est-à-dire que il a eu ce réflexe. Ouais, c'est vrai. Oui, là, du coup, qu'il s'est dit oui. Tu vois, il a eu ce réflexe. Alors, ça, il a ses montées d'enfant et on va dire, il a ses imperfections comme n'importe quel être humain. Mais du coup, tu vois, je trouve que ça lui inculque ce truc de attends, est-ce que c'était vraiment cool et juste que ce que j'ai fait? Toi, quand il est passage à l'école, il vient me voir et puis on en parle et puis il dit non mais oui j'ai pas été gentil, je suis désolée, et le lendemain il va s'excuser soit auprès de la maîtresse soit auprès de ça crée je trouve une relation saine avec la culpabilité. Ça je suis d'accord. Parce que la culpabilité on en a besoin. Non mais apprends, je suis d'accord, mais tu vois par exemple nous qui avons été un peu élevés par nos grands-mères, elles incarnaient la justice. Et moi, peut-être que ma grand-mère, elle m'avait dit, ah, tu vois, là, j'ai eu tort. Ça m'aurait peut-être déstabilisée, en vrai. Moi, ce qui m'a déstabilisée, c'est que j'étais face à des adultes où tu ne pouvais pas leur faire changer d'avis. C'était tu vois, c'est l'inverse, en fait. Non, mais évidemment. Tu vois, c'est comme ça et puis c'est tout, cette phrase, je peux plus la blairer, en fait. C'est comme ça et puis c'est tout. Mais ta gueule, pardon, je suis vulgaire, mais on s'en fout, il est tard. Mais non, en fait. Ou ça, on a toujours fait comme ça. Ça aussi. Et moi je disais, mais le toujours, il part bien de quelque part, en fait. Qui a décrété que c'était toujours? Ça me faisait bugger. Cette fatalité, je crois que c'est peut-être de là où je déteste la fatalité, j'en sais rien, mais ouais, ça te met face à une fatalité qui est beaucoup plus déstabilisante, je trouve. Et puis, au final, j'étais face à des adultes qui avaient énormément de certitudes, ils m'ont déglingué, donc non, ça ne marche pas, tu vois, ça marche pas, en fait. Les certitudes ne marchent pas. Les certitudes ne marchent pas. C'est ça que ouais, les certitudes ne marchent pas. Là, du coup, on parle de ton enfance et tout, et je me dis... on a parlé de ton papa et tout. Est-ce que tu lui as fait lire la BD? Pas encore. Pas encore. J'ai peur que ça le blesse. Parce qu'il a fait le maximum avec les moyens qu'il avait. Dans la BD, il a un rôle qui est le sien, qui est très juste, c'est-à-dire un bon rôle parce que il n'a pas eu un mauvais rôle. Mon père, juste, il travaillait beaucoup. Oui. Et après, il travaillait beaucoup. Il y avait 5 enfants à nourrir. Ah bah, évidemment. Tu vois, c'était que soit ma mère ou ma première belle-mère ne bossait pas. Moi, mon père, il me l'a donné en plus cette culture du travail, il faut travailler, il faut être le bon ouvrier, tu vois, et puis toujours ce truc de monter en grade, tu vois. Mon père, il a fini directeur financier, donc il avait beaucoup de responsabilités. Il était très souvent en déplacement pour des séminaires, des machins, des trucs, et puis bah voilà, il y a 5 enfants à nourrir, une maison à payer, on avait beaucoup d'animaux, donc désolé, ça coûte cher aussi. C'était seul qui ramenait l'argent à la maison. Tu vois, maintenant je travaille, je sais ce que c'est que non, mais de toute façon, de faire vivre une famille, quoi. Et tout ça, c'est tout à fait ok. Après, mais tu sais, c'est comme si Ménel faisait une BD où tu te dis, c'est ton travail. Mais non, c'est pas ça. C'est que mon enfant, la chair de ma chair, a tellement souffert. Tu vois? Même s'il le sait, c'est lui rappeler que la chair de sa chair a souffert. C'est horrible. Et pour autant... Mais t'as eu besoin de la faire, cette BD, tu vois. Ben c'est ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en vrai, avec, tu vois, les blessures que t'as eues... En fait, à toujours vouloir protéger tout le monde, je me blesse. Et il faut arrêter ça. C'est ça. Et tu t'es dit, là, c'est mon tour. Enfin, pas c'est mon tour, mais tu t'es dit,
d'ailleurs c'est pas à mon tour égoïstement, mais tu t'es dit, genre la vérité, on doit assainir. Bah, tu sais, il y a eu beaucoup de secrets dans ma famille, comme dans n'importe quelle famille. Après, le but là, c'est pas de dévoiler des secrets parce que ce qu'il y a dans la BD, tout le monde le sait. Mais c'est que en fait, longtemps, mon histoire, j'en ai eu honte parce que je croyais que c'était la pire histoire qu'on pouvait raconter. Et au fur et à mesure de rencontrer des gens, je me suis rendu compte que cette histoire, en fait, il y avait plein de crossovers, tu vois. C'est-à-dire que c'était l'histoire d'énormément de personnes. Et on me demandait aussi tout le temps, mais t'as lu ça dans quel livre? Et t'as fait quel stage? Et quelle formation pour aller bien? Ou pour penser ça? Ou pour oser? Et à chaque fois, je disais, mais j'ai rien lu, en fait, j'ai vécu. Et j'ai transcendé, je suis tel un phénix, j'ai vécu plein de naissances, en fait. Et ce livre-là, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour dire soyez gentil avec moi, j'ai souffert. Toi, c'est pas pour attirer la pitié, l'empathie. Non, parce que moi je connais une Isa qui a toujours eu peur que les gens soient au courant parce qu'elle voulait pas que le regard change. Exactement. Mais en fait, je veux que mon histoire fasse écho et résonance et miroir à plein de gens parce que malheureusement c'est le cas. Pour, non pas qu'ils fassent exactement comme moi, parce que chaque chemin est différent, mais pour qu'ils puissent se dire, ok, maintenant je suis adulte, il est temps de renaître en fait. À ma façon, mais il est temps de renaître. Alors, du coup, dans cette BD, tu racontes toute ton histoire. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois... Une partie, parce qu'il y a tellement de trucs. Quand même, globalement, ton histoire. Et toi, tout à l'heure, tu disais, t'es pas pudique, on peut rentrer chez toi, alors que chez moi, c'est porc mort, c'est tout. Mais par contre, toi, t'es capable de mettre ta vie à nu et de la mettre dans des librairies avec tes blessures de rejet, d'abandon et tout. Et ça me paraît surhumain. De nouveau, je veux savoir qui est Isabelle Serre et surtout, j'ai plus honte de mon histoire. C'est-à-dire que mon histoire n'est plus ma zone sécuritaire. Mon chez-moi est ma zone sécuritaire. Donc je peux encore avoir ce besoin de la protéger. Mais plus mon passé, en fait. Mon passé, c'est fait, c'est fait. Donc il ne représente pas ma zone sécuritaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et entre le besoin de le partager et le fait que ça soit juste plus une zone sécuritaire, c'est quoi le curseur? Est-ce que juste tu voulais te dire c'est plus un secret, donc on libère? Ou non, j'ai vraiment besoin que les gens sachent pour que du coup une vérité soit un peu mise en lumière? Et puis il y a ce truc aussi que... il y a ce besoin de ne pas être idéalisé, tu vois. Et je trouve que quand tu connais mon histoire, tu n'idéalises pas parce que il y a ce truc d'effet miroir, donc je peux être une source d'inspiration mais pas idéale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand même, t'as fait des choses que les gens n'ont pas forcément le courage de faire pour rebondir dans ta vie. Ils l'auront après. Oui. Je vais te dire d'ailleurs, je pars en Thaïlande demain. Allez, salut. Comme avait dit Muriel, le jour où je partais en Thaïlande, il y a une différence entre... Comment elle avait sorti ça? Excuse-moi Isabelle, mais une grande différence entre courage et inconscience. Ma valise était prête, je partais 1 heure après à l'aéroport. Bon, après c'est vrai que moi j'étais partie sans téléphone, en désactivant mon compte Facebook, vraiment à l'arrache quoi. Mais ça a été salutaire. Mais par contre, non, En fait, je pense qu'il faut quand même ressentir un désespoir profond pour être capable de ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... j'étais complètement désespérée, c'est j'étais malade. Qui, Mais oui, de toute façon, ça on en parle dans la BD, j'étais malade physiquement, le travail à la banque, ça n'avait plus aucun sens. J'étais en train de perdre un rein, je faisais que des ulcères à l'estomac, j'étais en train de crever, j'avais rien à perdre en fait. Ouais. Oui, on n'est pas sur quitter sa zone de confort. Ah mais on non. est sur chercher à un tout petit peu d'air pour respirer quoi. C'est exactement ça, à ressentir la vie en fait. J'étais déjà morte, une partie de moi était en train de mourir. Mais c'est pas forcément crier mon histoire pour dire regardez comment j'ai souffert. Ça franchement j'ai pas besoin que quelqu'un me dise ah Isa t'as vachement souffert.
J'ai pas besoin que quelqu'un reconnaisse ma souffrance. Je l'ai eu longtemps, ça, cette reconnaissance mais de il y a des souffrance. gens, ton père le reconnaît, tes amis le reconnaissent. Je pense que c'est depuis que mon père l'a reconnu. Oui, c'est Tu normal d'avoir... C'est normal pour un enfant grandi d'avoir besoin, je pense, que le... Mais j'ai pas besoin que quelqu'un dise « Oh là là, ma pauvre chérie ». Déjà, je supporte pas qu'on m'appelle ma pauvre. Ça, je déteste. Ouais, ça, t'as jamais aimé, ouais. Ah ouais, je déteste. Ma pauvre, non, il n'y a pas de ma Après, pauvre. moi, c'est dans mes formules souvent. Ouais. Quand je dis, mon pauvre doudou, tout de suite, Ouais, je ça- suis pas pauvre, je m'appelle pas pauvre. Tu m'appelles pas... Déjà, Maïsa, j'aime pas ça. Parce que je t'appartiens pas. Toi, Mm. blessure de rejet. Ouais. Tu dis pas à quelqu'un qui a la blessure de rejet, qui rejette l'extérieur, tu l'appelles pas Ma. Non, il n'y a pas de Ma, en fait. Je t'appartiens pas. Laisse-moi tranquille. Alors qu'en plus, quand je dis un truc, quoi, du coup, je fais gaffe maintenant, mais quand je dis, ma pauvre chérie et tout, c'est vraiment... Oui, même venant de toi, je l'accepte pas. Non, et c'est vraiment un truc bienveillant, quoi. Ah, mais non. Il n'y a pas de Ma En pauvre. fait, c'est un truc de compatible, enfin, tu sais, genre, je comprends. Oui, mais pas ma pauvre. Parce que je suis pas pauvre. Oui, oui. Il y a tu vois, je suis tellement... et Tu quand te je- défends, tu vois. Non, mais et puis je suis tellement allée chercher ma richesse intérieure au fin fond de moi que quand tu dis Oui, je ma la pauvre, retire. j'ai l'impression que tu me la retires Ouais. en fait. Parce que c'est même pas... Toi, je pense même pas aux pauvres matériels. C'est Non, mais vraiment c'est pauvre richesse comme, de soi. Comme un malheur, enfin, tu sais, si quand t'as un chagrin, même pour ma fille de 3 ans, tu vois, ça me raconte un truc, je dis, oh ma pauvre doudou à l'école, tu vois, c'est pas du tout, c'est un truc justement, de reconnaissance de la douleur, ah bah non, c'est pas, ou d'injustice, ma pauvre, tu vois. Ah, mais je dis, ouais, mais je Mais déteste ouais, ce mot. je sais, t'as toujours braqué. Ouais, j'aime pas ce mot-là. Dis pas ma pauvre. Non, c'est vraiment de... C'était pour ça que t'arrives dans la vie, parce que moi j'adore qu'on me dise ma pauvre, C'est vrai. et j'arrive pas trop dans la vie, tu vois. N'importe quoi. On a mis un truc à creuser. Mais non, je sais pas, c'est vraiment source d'inspiration, tu vois. Et puis, par contre, je remercie énormément Vincent parce que je crois que de moi-même, toi, s'il m'avait pas dit, mais Isa, tu sais, quand je lui ai parlé de moi et quand je me suis livrée et qu'il a dit, mais laisse-moi donner vie à ça, tu vois, en mode, lui, il a vu Ah bah il l'a tout de suite vu, lui. le bijou inspirant, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que si j'avais pas rencontré Vincent, parce que Vincent en plus c'est un homme, donc déjà je peux être en réactance. J'ai tout de suite été en confiance face à lui. J'avais adoré son dessin avec la BD de Thibaut. Et moi, tu vois, par exemple, je fais énormément confiance en ça. C'est-à-dire que si je vais vers quelqu'un naturellement, je sais que cette personne, elle est bénéfique pour moi. Je fais énormément confiance à mon instinct. Parce que je vais pas vers tout le monde. Et tu vois, Vincent, il est hyper tactile, il me prend dans ses bras, ça me pose pas de problème, etc. Donc du coup, quand il m'a dit, mais Isa, ton histoire, elle est inspirante, elle peut aider beaucoup de gens et je veux la dessiner, vu que lui, ça a réveillé son côté artiste. Oui, bien sûr. J'ai dit, vas-y, je te fais confiance, en fait. Et toi, pareil, Roger, je te fais confiance. Et en fait, dès qu'il a commencé à faire la naissance, et qu'il a juste envoyé la naissance, le premier chapitre, ouais. là, je pense que tu aurais pu dire, finalement, ce projet-là, c'est pas sûr et tout. Mais c'est vrai que dès qu'on a eu la naissance, on s'est dit, bah oui, en fait, il faut le faire, quoi. Mais il a capté, en fait. Il l'a capté, ouais. Et puis, il a rendu des scènes très poétiques. Tu vois, la scène avec mon beau-père, qui est une scène qui s'est répétée pendant des années, hein, mais c'était toujours la même scène, malheureusement. Il l'a rendue belle, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, mais comment il le décide, la façon dont on n'est pas dans le misérabilisme. Et toi qui n'aimes pas qu'on dise ma pauvre, pour le coup, ça reste... Et c'est pas traumatisant. C'est pas traumatisant. Ça trigger pas, tu vois. Ah non. Ah non, ça, c'est pas du tout... Non, c'est tu comprends ce qui se passe, mais sans être... tu vois, sans avoir la gerbe ou... Non, mais bon, c'était vachement important aussi, parce que Ménaël, il veut pas... Oui, mais elle peut tomber sur cette BD un jour. Voilà. Et là, d'ailleurs, il peut tomber sur cette BD en tant qu'enfant, il y a pas de... Oui, il peut la lire, il n'y a pas de problème. Voilà. Et plus tard, il comprendra que sa maman a eu des aventures. Non, mais il y a pas d'image où il peut se dire « Waouh, ma mère a eu ça ». Enfin, tu vois, il n'y a pas d'image qui peuvent... c'est important aussi de le protéger. Tu voulais le protéger, tu vois. Depuis qu'il est né, de toute façon. Donc, Mon rôle, c'est de le protéger. Non, je suis très contente du rendu de la BD. Ça rend hommage, parce que le problème aussi, c'est que, tu vois, j'ai vécu tellement de choses, parce que ça s'est jamais arrêté, en fait, jusqu'à mes 17 ans et demi, ça s'est jamais arrêté, tu vois, c'était constamment. C'était la bataille du feu, tout le temps, en fait. C'était des drames.
sans cesse. Et on a pu raconter ça, oui, sans être dans le misérabilisme, sans à chaque fois enchaîner. C'est très chouette. Et puis c'est une très grande lueur d'espoir, qui n'est même pas inventée, tu vois, qui est réelle, tu vois. Oui. C'est une très grande lueur d'espoir. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir, en fait. Tu vois. Puis tant que t'as la santé, en vrai, il y a de l'espoir, donc vas-y, quoi. Je me demande comment... j'ai hâte de voir comment tu vas te comporter. Tu crois que je vais être en position fétale pendant 3 semaines? Non, mais c'est pas comme un autre outil. Non, Quand les gens c'est viendront vrai, avec pour la faire signer. J'ai hâte de voir du coup comment... Ouais, ce que ça va se faire, c'est quand même pas anodin, tu vois. Bah là, je pourrais pas me cacher en disant... tu vois, parce Oui, que... tu pourras pas dire non, mais c'est un outil. Voilà, c'est un outil, c'est toi la beauté, Ouais. c'est toi qui es génial, c'est pas Ouais, là, du coup, c'est très personnel, voilà, Ouais. c'est ça. C'est... Bah, les premières dédicaces, normalement, Vincent sera là, donc Ah oui, de toute façon, je pense que c'est vraiment important que Vincent soit là. il va me protéger de moi-même. Mais non, parce que ça reste un... En fait, une BD, c'est un peu comme un scénario. Donc là, c'est la vérité. Mais le dessin, c'est comme si on avait pris une actrice pour raconter ta vie, tu vois. En fait, je pense que sa présence sera toujours très protectrice sur les dédicaces. Mais vraiment, je suis en paix, parce que quelque chose aussi qui m'a énormément libérée, c'est de me dire que tout ce que j'ai vécu enfant, bah, c'était pas de ma faute. Et c'est pas à moi d'avoir honte, et c'est pas à moi de me sentir coupable. Donc ça, en fait, ça libère d'un poids, tu vois. C'est bon, bah, j'ai vécu des choses, j'avais pas le choix parce que quand j'étais enfant, j'étais vulnérable, je pouvais pas me défendre, j'avais pas de capacité et de compétences pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, c'est différent. Donc maintenant, voilà, la seule chose qui me reste, c'est de moi me concentrer sur qui je suis, redécouvrir qui je suis, défaire les carapaces qui ont été créées par les différentes blessures, prendre conscience aussi du coup de mon propre côté toxique que je peux avoir en réaction à ces blessures, parce que tu vois, très souvent, lorsqu'on a énormément de blessures et qu'on n'arrive pas à en prendre conscience, on les dégueule sur les autres. Et en fait, alors, moi je crois pas aux personnes toxiques, je crois aux personnes qui souffrent, mais du coup, lorsqu'on a énormément de souffrance et qu'on n'arrive pas à les gérer, on les dégueule sur les autres, et à ce moment-là, on a des comportements très toxiques envers les autres. Et sans être dans une hyper-vigilance, c'est-à-dire en acceptant totalement mon imperfection, prendre conscience aussi, voilà, de la répercussion de ses propres blessures sur moi, la relation que j'ai avec moi, la relation que j'ai avec les autres, et on va dire déconstruire ça pour découvrir qui je suis, ce dont j'ai besoin, le positif que je peux apporter aux autres, et faire de mon mieux avec les moyens que j'ai pour être heureuse et pour partager ce bonheur avec les gens qui me sont chers. Donc si aujourd'hui, parfois, je peux avoir de la culpabilité, c'est par rapport à ce que je fais là, ici et maintenant, en tant qu'adulte, mais pas par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est aussi pour ça que je suis en paix par rapport à cette BD. C'est parce que, voilà ce que j'ai vécu, et voilà ce que j'en ai fait, tu vois. Sans vraiment être dans un peu dans ce parcours... où après, tu sais, il y a beaucoup de personnes parfois qui partagent une expérience qu'elles ont vécue, et elles vont être dans ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est un biais cognitif en fait, et tu décrètes que ce qui a fonctionné pour toi fonctionne pour tout le monde. C'est le biais du survivant. Tu vois, je sais pas moi, par exemple, t'as une énorme gastro, tu bouffes une ananas, 2 heures après t'as plus la diarrhée. Non, mais tu vas toujours ça, prendre du magnésium. Oui, non, mais ça s'appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'après tu vas décréter que l'ananas guérit la diarrhée. Et moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc du biais du survivant. C'est un chemin parmi tant d'autres, en fait. C'est regarde ce que j'ai fait pour que toi, ça puisse inspirer ta propre renaissance sans faire exactement pareil, mais pour que ça puisse t'aider à aller chercher ces trésors intérieurs que t'osais pas le faire, tu vois. Il n'y a pas de méthode miracle dans ce que je propose. C'est juste, regarde mon chemin, regarde ce que j'ai vécu, regarde comment j'ai fait. Et si toi, ça peut t'inspirer à trouver ta propre façon de faire, et puis en plus, je me dis, au moins ce que j'ai vécu, ça n'aura pas servi à rien. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, tous les témoignages, mais de toutes les personnes qui souffrent, que ce soit les femmes, les enfants, tous les témoignages, aujourd'hui, elles sont bénéfiques pour faire avancer les choses, dans tous les cas.
on est des... Ça sert à rien de se comparer aux autres, parce qu'on n'a pas la même identité, le même chemin, les mêmes buts, la même vie, les mêmes chaussures, le même sac à dos, etc. Par contre, on peut être une source d'inspiration. Et moi, je dis toujours, l'inspiration et l'admiration, c'est deux émotions positives. Mais je préfère l'inspiration à l'admiration, parce que l'admiration, en fait, c'est une émotion positive qui invite à s'installer et à profiter de la beauté. C'est-à-dire, en fait, quand tu admires quelqu'un, tu t'assois, donc toi, tu fais rien. Quand tu admires quelqu'un ou quelque chose, par exemple, admirer une œuvre d'art, tu t'assois, tu la regardes et tu te délectes de sa beauté. Ça te fait du bien. Mais par contre, toi, t'avances pas. T'es assis. L'inspiration, c'est « Waouh, c'est trop cool, vas-y, je me mets en action, je fais quelque chose. » Donc l'inspiration, t'es pas assis, tu avances. Alors avec cette BD, peut-être que les gens ils pourraient passer de l'admiration à l'inspiration. Bah, s'il m'admirait, je suis pas très ouf avec le concept parce que du coup il reste assis. Si ça peut se transformer en admiration, je suis complètement ok. Parce qu'en fait, il y a en genre waouh, inspiration. elle est trop forte, et waouh, elle est trop forte, elle a vécu tout ça. Moi aussi, peut-être que je peux devenir trop fort, tu vois. Bah pas peut-être, vas-y, je deviens trop fort. On enlève le peut-être en fait. Le peut-être, c'est un mais caillou. après, c'est pas donné à tout le monde, hein, tu vois. Toi, t'as quand même une force, quand même de. Ah, je reste profond. Tu sais, moi, c'est la force de vie. Oui, ben la force de vie, je crois qu'on n'est pas égaux. Il y a. Je crois que c'est Freud, malheureusement, qui disait ça. Bon, il est pas ouf, ce monsieur, enfin bref. Mais je crois que c'est lui qui disait qu'on a deux grandes pulsions en nous. La pulsion de mort et la pulsion de vie. Et c'est vrai que, personnellement, alors j'ai longtemps vu la vie comme un sac de merde. J'ai longtemps détesté la vie. Mais il y a un moment où j'ai eu ce déclic, toi, de me dire, vas-y, moi je veux vivre, et je veux vivre à ma façon, et je vais pas laisser ces adultes que j'ai pas demandé à rencontrer, tu vois, définir ma vie, qui je suis, etc. Tu vois, une fois mon beau-père, bon, ça m'a valu un coup de poing, bon, par rapport à ce qu'il a fait, c'était pas très grave, ou une fois, je lui ai dit quand même droit dans les yeux, mais je devais avoir 11 ans. Je lui ai dit, t'as mon corps, t'auras pas mon âme. La pulsion de vie, je suis allée la chercher en fait. C'est bon. Là, vraiment, voilà. Et j'avais ce truc de... Là, il se fait plaisir parce que je peux pas me défendre, mais un jour, il y arrivera plus. Et ça me faisait tenir. Tu vois, quand ça s'arrêtait et que j'étais toute tremblante dans mon lit, puis toute sale, tu vois, et ben, en fait, je me visualisais adulte, tu sais, dans mon appart. Oui, bien sûr. Libre. Et puis ce truc où personne ne rentre. Tu vois, ça c'est encore une carapace en vrai que j'ai à déconstruire parce que je l'ai gardée de tu ne rentres pas chez moi, tu viens pas me faire du mal en fait. Et je me visualisais dans mon appart, grande, entourée de plein d'amis, je me voyais partir au travail et ça me faisait tellement du bien et j'ai limite compté les jours, tu vois, cette majorité là qui arrive et que je me barre en fait. Et ça m'a maintenue en vie. Mais j'ai fugué, Non mais je vois bien le rêve effectivement de la petite fille qui se dit ok là c'est la merde, je suis dans mon lit d'enfant. J'ai mal. Mais elle est dans 8 ans peut-être ou dans 10 ans, ça pourrait être différent quoi. Ça sera différent. Bah c'est à la tôle quoi. Ça sera différent, toi, c'est l'évidence quoi. C'est je me barre. Par contre à aucun moment, on est d'accord, tu t'es dit c'est de ma faute. Tu t'es toujours dit les adultes déconnent. Tu t'es pas dit oh là là je mérite. Alors c'est horrible ce que je vais dire. C'est pas moi qui le disais, c'était ma mère qui me le disait tout le temps. Que c'était de ma faute. Tu la croyais ? Bah, je sais pas, moi, quand t'as 10 ans, que tu vas à une boum et que tu mets une jupe et que ta mère a dit que t'es une pute et que tu vas te faire sauter par tout le monde parce que t'as mis une jupe alors que t'as 10 ans, c'est moche. Lorsque, après, on va dire, t'as le... Est-ce que tu la croyais ? Un peu ? Elle mettait le doute. Ouais. Tu vois, quand après, au juge, elle sort que tu t'as aguiché ton beau-père. Je rigole, mais c'est nerveux, en fait. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça te met le doute, tu vois. Je sais pas, j'étais en CE2. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? À quel moment t'as pu doute ? Quand je me suis tirée. En fait. Quand elle me répétait plus ces phrases-là. Là, aujourd'hui, t'es complètement consciente que ça t'est arrivé. Évidemment. Voilà. Bah, évidemment. Enfin. Non, mais parce que... quel que soit le comportement d'une petite fille, tu vois, qu'elle danse nue dans le salon, en fait, elle est toujours innocente, tu vois. Il faut vraiment être très clair là-dessus, quoi.
Mais non, mais moi je sais pas, un jour Menaël me dit voilà, il y a telle personne qui a fait ça. La première question que je vais me poser, c'est pas qu'est-ce que t'as fait, bah oui, non, c'est où est-ce qu'il habite. Bah oui, j'installe le pare-buffle sur la bagnole c'est ça. et je lui roule dessus en fait. Et puis on enterre le corps quelque part et bisous, parce que malheureusement également, j'ai pas forcément une grande confiance dans la justice. Avec ce que moi j'ai vécu et tous les témoignages. Donc moi, si je me prépare à l'éventualité un jour peut-être de faire de la prison parce que j'aurais roulé sur quelqu'un. Comme ça, mais je le fais en fait. C'est-à-dire que c'est une évidence. J'ai déjà fait pleurer un petit garçon de primaire qui avait traité mon gamin de pignouf devant moi. Je l'ai fait pleurer. En lui disant mais ça va pas de lui parler comme ça, tu te prends pour qui? Le gamin, je l'ai fait chialer. Ah non madame. Non mais voilà, il pleurait. J'ai traumatisé un gosse. Donc, et après, tu vois, je suis excusée auprès de cet enfant quand même. Mais la maman de Menaël a un peu surréagi. non mais je lui ai dit, je suis désolée, excuse-moi, mais voilà, ne parle plus jamais comme ça à Menaël. Il a dit oui, rassurez-vous madame, plus jamais, plus jamais. Et il lui a plus jamais mal parlé. Maintenant ils sont potes, hein. Mais peut-être qu'ils sont potes parce que je lui fais peur. mais voilà quoi. Est-ce que quand t'as vu cette BD du coup finie et... Enfin, après tu l'as lu au fur et à mesure, mais quand tu l'as relu d'un coup... On l'a écrit ensemble, ça a été long, hein. Oui, mais le résultat fini, c'est quand même émouvant. Est-ce que tu t'es dit quoi quand tu l'as relu fini d'un coup avec les couleurs, tout? Un petit coup de flip quand même de waouh. C'est une belle... je suis à poil, quoi. Mais après, non, une excitation... En fait, maintenant, là, je suis dans vraiment l'attente qu'elle soit lue. Des premiers avis. Toi, c'est pour ça qu'hier, je t'ai proposé qu'on organise un événement où des personnes la lisent, parce que c'est une BD, c'est pas un livre, donc ça se lit vite. La lisent, et qu'ensuite, on échange un par un pour savoir... ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Là maintenant, je suis dans l'attente de qu'est-ce que ça t'inspire. Pas t'as vu comment j'ai souffert. Non, pas ça. C'est qu'est-ce que ça t'inspire en fait. Dis-moi ce que tu vas faire maintenant. Tu vois. Tu penses individuellement ou du coup en groupe? Pour parler? Ouais, individuellement. Non, individuellement c'est bien. On parle de mon passé quand même. Pudique, hein. Pudique un jour, pudique toujours. Hein. Non, on fait un grand tribunal. Alors, qu'est-ce qu'on parle de la page 15, du viol? On en pense quoi, alors? Qu'est-ce qu'on en dit? Moi, je trouvais que c'était pas trop détaillé, on comprend pas très bien. Mais voilà. Non, puis t'as raison, puis les gens qui viendront t'en parler, ils viendront aussi peut-être te parler d'eux, donc ouais, en individuel. Garder quand même une forme... J'aime bien, moi, ce concept de pudeur. C'est vrai qu'on est... dans une société, et je trouve qu'elle garde comment, j'ai remercié énormément Vincent, parce que Vincent, ça a été des heures et des soirées à discuter de ma vie, du coup, donc moi, lui raconter en détail, de lui trouver des photos, lui ensuite de faire les premiers dessins, de me le montrer, de dire non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, du coup, tu vois, qu'il le refasse, ça a été tellement long cette BD. Il a bien réussi à faire la poker face, quand tu racontais des choses, à pas fondre en larmes ou... Oui, c'est vrai. Comme ça, il gardait ce... Non, c'était ah oui, c'est pas cool. oui. Alors attends, ok. Ah oui, c'est pas cool. Et du coup, je trouve que parce que du coup, j'ai dû lui raconter tout en détail pour qu'il sache, tu vois, vraiment retranscrire les choses. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de pudeur et dans cette BD quand même. Et j'aime beaucoup ce concept de pudeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on montre tout, tu vois. Il y a des comptes où tu sais tu les connais pas, hein, les gens tu les as jamais vus, hein. Tu sais quand est-ce qu'elles ont leurs règles, ce qu'elles ont mangé le matin. Ça m'agresse. Voilà, moi par rapport à mes blessures, moi c'est vrai que parfois ça peut m'agresser. Et là je trouve que il y a quand même en parlant franchement, en expliquant, ça garde quand même une forme de pudeur. Oui, bien ça j'aime bien. Son côté poétique garde une forme de pudeur. Ah oui, non, c'est très pudique. Très pudique. Okay. Et elle sort quand, cette BD? On s'excuse pas. Je m'excuse pas. J'offre pas la possibilité de comprendre de différentes façons ce qui s'est passé. Tu vois, c'est très cash, comment c'est dit. On montre, je montre.
mais avec une forme de pudeur. Elle sort le 2 novembre. Tu oublies à chaque fois la date, elle sort le 2 novembre. Ah oui, le 2 novembre. Et c'est bientôt, hein. Bah ouais, dans 3 semaines. Non. Ah ouais, non, un mois. Dans un mois. Ça va être sympa Noël en famille quand... Bon, j'ai toujours été le vilain petit canard qui dérange dans les dîners parce qu'elle pose des questions qu'il faut pas. Donc, on reste sur cette vibe. Mais de toute façon, le Noël, on les fait ensemble. Donc, ça sera sympa notre Noël. Ah oui, donc ça va être sympa notre Noël. Voilà ma petite Virginie. Voilà ma pauvre Virginie. Ah, moi j'aime bien, ça me berce, moi. Tu me dis ma pauvre Virginie va faire un gros dodo, je suis au top là. Bah, ma pauvre Virginie va faire un gros dodo, là, je vais me coucher. Demain, il y a dédicace. Demain, il y a dédicace. Je la recommande. Again and again and again. And again. Des bisous. Des bisous.